Sur son passé familial, encore une fois, c'est flou et ça semble avoir été sans cesse réécrit. Alors des fois, on lit que la famille Attali est une famille de vieilles souches berbères. Chez Moati, il présente sa famille comme présente en Algérie depuis 2000 ans, avant de se raviser. Alors qu'il est en Algérie depuis 2000 ans, lui. Hein. Enfin non, pas depuis 2000 ans, mais... Et il quitte avec déchirement, il quitte comment? Dans les productions les plus récentes, on présente généralement sa famille comme arrivée en Algérie au XVe siècle depuis le Portugal du côté de sa mère, donc Fernande Abécassis, et de Turquie du côté de son père, Simon Attali. Alors, comme pour les origines ethniques, la situation sociale de sa famille est très floue aussi. Là, ça va de l'extrême pauvreté à l'extrême richesse. Par exemple, en 1990, Yves Deray et Yves Azerwal écrivent un livre qui s'appelle « Mitterrand, Israël et les Juifs ». Et ils dressent un portrait succinct d'Attali en décrivant une famille où on fouillait le soir les décharges municipales d'Alger pour récupérer de vieilles fripes qu'on allait revendre le lendemain sur les marchés. Enfin, là, c'est carrément les Roms, quoi. Dans d'autres articles des années 80, il est décrit comme venant de la petite bourgeoisie. Puis, au fur et à mesure, c'est devenu la plus haute bourgeoisie algéroise, ce qui est la version généralement admise aujourd'hui. Alors socialement, sa mère, elle est dactylo chez Campenon Bernard. C'est une société de BTP métropolitaine qui a construit le barrage de l'Oued Fauda et qui d'ailleurs a travaillé pour l'armée allemande pendant la guerre. Mais c'est véritablement à son père qu'Attali voue un culte. Toujours dans l'émission de Serge Moati, il décrit son père comme un personnage mythique, un peu comme les petits garçons de 7 ans qui, dans la cour de l'école, racontent que leur père est cosmonaute. Extraordinaire. Mon père était communiste, rabbin, grand bourgeois. Il était tout ça à la fois. Tout ça à la fois. Bijoutier. Parfumeur. Alors ce père, il est patron de l'enseigne Bib et Bab, qui est le principal importateur et revendeur de parfums à Alger. Il a été encarté au Parti socialiste après avoir quitté le Parti communiste lors de la dégradation des relations entre l'URSS et Israël dans les dernières années du règne de Staline. Donc Jacques Attali a grandi jusqu'à ses 13 ans dans une villa que son père s'est fait construire dans le quartier d'Hydra, sur les hauteurs d'Alger. Pour donner une idée du standing, après l'indépendance de l'Algérie, le bâtiment, c'est devenu l'ambassade d'Égypte. Aujourd'hui, il me semble que c'est la demeure d'un dignitaire du régime FLN. Alors il y a un fait qui est très intéressant, très particulier, c'est que sa famille n'arrive pas en 62 en France, mais dès le mois de mai 1956, même si son père a effectué des allers-retours pendant toute la durée de la guerre d'Algérie, ce qui est un aspect méconnu et qui mériterait d'être creusé. Donc, il nous a sortis de là. Allez, hop, Paris. On prend l'avion de Paris en contrebande. Interdiction de dire aux camarades de classe, interdiction de dire à personne qu'on quittait, parce que c'était une trahison de quitter l'Algérie alors que tout le monde pensait qu'on était là pour 1000 ans, quoi. Et lui, il savait que la France ne serait pas là pour 1000 ans. Ah, il connaissait la fin. Premier novembre 54, il a dit c'est perdu, on s'en va. Alors à Paris, sa famille s'est installée dans le 16e arrondissement rue de la Pompe. Simon Attali a racheté une parfumerie rue de Passy, puis une seconde sur les Champs-Élysées qui s'appelle Attali Parfum. Donc sur le train de vie des Attali, Guy Sidbon rapporte, je cite, « Maintenant que les enfants sont grands, Simon a quitté la rue de la Pompe et a pris possession d'une somptueuse demeure de 400 mètres carrés boulevard Lannes. 2 ou 3 domestiques, voitures de luxe, villa à Deauville pour les vacances, voyage de palace en palace, la grande vie. » Alors à Paris, Jacques Attali il est scolarisé au très huppé lycée Janson de Sailly, où il a été scolarisé avec son frère jumeau, donc son frère jumeau à l'état civil, Bernard Paul Judas. Ce frère jumeau, il est relativement inconnu du grand public, mais il n'en est pas moins important. Si Jacques Attali est présenté comme un homme d'influence, Bernard, lui, est présenté comme un homme de pouvoir. Donc c'est un énarque, alors il n'est pas membre du Conseil d'État comme Jacques Attali, mais il est membre de la Cour des comptes. C'est pas la crème de la crème, mais c'est pas mal, quand même dans la hiérarchie de la technostructure bureaucratique française, puisque c'est le même cursus que celui de Jacques Chirac ou de François Hollande, pour situer. Donc Bernard Attali commence comme directeur de cabinet du commissaire général au plan René Montjoie, sous Pompidou.
Sous Giscard, il est nommé directeur financier de la DATAR, donc c'est une administration qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui était chargée de l'aménagement du territoire et dont il a pris la présidence après l'arrivée des socialistes au pouvoir. Et alors entre-temps, il a été directeur financier du Club Med, donc la société de Gilbert Trégano, qui lui aussi entrera au gouvernement socialiste après l'élection de François Mitterrand. Donc en 1984, Bernard Attali, il est nommé à la tête du groupe des assurances nationales, donc le GAN, un poste qu'il occupe jusqu'en 86. Au retour du PS aux affaires en 88, il est bombardé à la présidence d'Air France. Là, il aura un bilan absolument catastrophique, puisque quand il est débarqué 5 ans plus tard, la Cour des comptes note que pour l'année 93, les seules pertes d'Air France ont représenté près de la moitié du déficit de l'ensemble des compagnies aériennes au niveau mondial. Ce qui l'empêche pas ensuite d'occuper diverses fonctions, je cite pêle-mêle, donc il était président du conseil de surveillance d'Argile, donc c'est la banque d'affaires du groupe Lagardère. Il a présidé la filiale française de la banque américaine Bankers Trust en 96. Puis ensuite, il a été vice-président de la division banque d'investissement en Europe pour la Deutsche Bank. En 2013, il a créé la Financière de l'Audière, un cabinet de conseil qui lui a permis d'intégrer le réseau des conseillers stratégiques de Bank of America Merrill Lynch, dont il est European Senior Advisor. Il est évidemment membre du siècle, comme Jacques Attali d'ailleurs, qui lui en a été administrateur, et il a animé la chambre de commerce franco-israélienne. Alors il est surtout connu pour avoir été cité dans une affaire d'espionnage qui est très célèbre, qui s'appelle l'affaire J'aime plus, j'ai Malto, affaire d'ailleurs qu'on retrouve dans les Macron Leaks. Donc J'aime plus, j'ai Malto, c'était un fleuron français, c'était le leader mondial de la carte à puce, et en 2002, cette société française a subi un raid des services secrets américains qui voulaient en prendre le contrôle en débarquant son fondateur, donc qui était un ingénieur qui s'appelait Marc Lassus, et pour le remplacer par un certain Alex Mandel, qui était très étroitement lié à In-Q-Tel, le fonds d'investissement technologique de la CIA. In-Q-Tel, un fonds d'investissement très spécial financé par le Congrès des États-Unis. Sur Internet, In-Q-Tel s'affiche officiellement comme une société privée travaillant exclusivement pour la CIA et la communauté du renseignement. En clair, la tirelire des services secrets américains reconvertis en actionnaires capitalistes. Cette opération d'espionnage économique, qui est vraiment un cas d'école, a été menée non pas via In-Q-Tel, mais via un autre fonds qui s'appelle le Texas Pacific Group, c'est-à-dire TPG Capital. Et ce fonds d'investissement a recruté pour assurer sa représentation en France, à ce moment-là, Bernard Attali, lequel venait de prendre la présidence de l'Agence régionale de développement d'Île-de-France, c'est-à-dire qu'il était chargé de la protection des sociétés de haute technologie de la région où se passe l'essentiel de l'activité économique en France. Les entreprises françaises, on est concurrence internationale déployée de toutes parts. La France a besoin de défendre ses entreprises face, je sais pas, aux capitaux étrangers, américains. Il y a aussi ça. Non, nous ne raisonnons pas en termes de défense. Nous sommes aujourd'hui dans un monde ouvert à la grande compétition. Nous raisonnons en termes de promotion, pas en termes de défense. Et récemment, vous avez été embauché par le fonds de pension TPG. Ça n'a rien à voir avec mes missions. Qui est un fonds américain. Ça n'a rien à voir avec mes missions. Est-ce que c'est compatible dans le... Ça n'a rien à voir avec mes missions et c'est tout à fait compatible. Parce que c'est le fonds qui a racheté J'aime plus, qui était une technologie française. Monsieur. Donc pendant que Bernard Attali devenait le représentant en France de TPG, un poste qu'il occupe toujours aujourd'hui, Jacques Attali a intégré parallèlement, parce qu'ils aiment bien dire qu'ils n'ont aucun rapport entre eux, qui séparent la vie privée et le travail, mais là c'est un fait qui est vraiment inconnu, c'est qu'au même moment où Bernard Attali devenait le représentant en France de TPG, Jacques Attali intégrait l'IntelliBridge Corporation, donc qui est un réseau très méconnu, un réseau d'espionnage économique lié aux administrations Clinton et Obama. Alors c'est dirigé par le diplomate Anthony Lake, qui a été conseiller à la sécurité nationale de Bill Clinton, et l'IntelliBridge Corporation est composé essentiellement de mondialistes de l'État profond américain, c'est-à-dire principalement des personnalités liées au Council on Foreign Relations, le CFR, un groupe sur lequel nous reviendrons plus tard. La relation approfondie des frères Attali avec des intérêts américains bien identifiés n'a jamais été démentie, comme l'a encore montré l'arrivée de Bernard Attali au conseil d'administration du cristallier Baccarat lors du démantèlement de l'empire de la famille Tétinger par Barry Sternlicht. Et la cooptation de Bernard Attali par Bank of America Merrill Lynch, que nous avons évoquée, est intervenue précisément quelques mois avant la vente du fleuron français Alstom
à General Electric, vente où Bank of America Merrill Lynch a joué un rôle central. Donc là on est sur le même modèle que l'arrivée de Bernard Attali à TPG. Et toujours quand Emmanuel Macron était à Bercy, Bernard Attali s'est retrouvé administrateur de SFR après le rachat de l'opérateur par Patrick Drahi, rachat permis par Emmanuel Macron. Et maintenant au travail. Et depuis 2017, tout ça a continué puisqu'on a vu Bernard Attali arriver à des postes aussi discrets que stratégiques, avec notamment une place au comité de pilotage de l'innovation de défense, qui est placé sous la responsabilité de la Direction Générale de l'Armement, donc la DGA au ministère des Armées. On l'a vu plus récemment encore prendre la tête du comité des sages de la Cour des comptes, installé par Pierre Moscovici, donc après sa nomination à la tête de la Cour des comptes. Et donc pour bien comprendre cette relation si particulière entre Bernard Attali et Emmanuel Macron, puisque Bernard Attali joue un rôle au moins aussi important que celui de son frère dans la fabrication d'Emmanuel Macron. Pour comprendre ce rôle, il faut se reporter à un article du Monde, c'est pas un document très secret, c'est un article du Monde, tout ça est public, qui a été publié en 2019 et que je vais citer. Janvier 2012. François Rebsamen, proche ami et futur ministre de François Hollande, est convié à un dîner secret chez Bernard Attali. Ex-patron d'Ugan et d'Air France, le frère de Jacques raffole de ce genre d'agape où l'on fait et défait les carrières entre chefs d'entreprise d'élite. À défaut d'être présent physiquement ce soir-là, Macron est au menu de la discussion. Ont été conviés Gérard Mestralet, Suez, Jean-Pierre Clamadieu, Rhodia, Jean-Pierre Rodier, Péchinet, Serge Weinberg, Sanofi, et quelques autres. Un pont discret entre patron et responsable, amis politiques, nous confirme Bernard Attali. En clair, des puissances industrielles de gauche au réseau XXL au service d'un prometteur politicien en herbe. Et un bel investissement sur l'avenir. Au retour, Rebsamen transmet une consigne claire à Hollande, il raconte. Le message qu'ils me font passer, c'est « Si Hollande est élu, dis-lui qu'on n'a qu'une demande à formuler, que Macron soit secrétaire général à l'économie. » Je vois François Hollande, il me dit « C'est le seul message qu'ils ont fait passer ?» Je lui réponds « Oui, le seul. La doléance est sans ambiguïté. Le jeune Macron doit obtenir un poste d'influence. Lui-même est d'ailleurs du genre exigeant. Être simple conseiller à l'économie à l'Élysée, il vaut mieux que ça. Il se verrait bien secrétaire général adjoint. Si Hollande ne veut pas, je n'y vais pas, annonce-t-il à Minck. Mais Hollande veut bien. Emmanuel Macron, inspecteur des finances, passé par la banque Rothschild, est en cette période de crise économique l'un des principaux conseillers du président. Eh bien, j'arrive. Moi, je m'occupe de tout ce qui est économique et financier sur le plan domestique, européen, international. Grosso modo, tout ce qui va, tout ce qui pose des ennuis en ce moment. J'ai pas eu de chance au tirage. Je trouve qu'il manque un truc, alors qui serait le point de fuite. Donc pour finir sur la famille de Jacques Attali, généralement, la version officielle, c'est qu'il se dit très discret sur sa vie privée et qu'il n'en parle jamais. Bon, encore une fois, cette discrétion, elle est récente, puisque au début des années 80, il avait fourni à la presse des photos de son mariage avec Elisabeth Alain. Alors Elisabeth Alain, c'est une américaine protestante, c'est une ancienne mannequin qui s'est convertie au judaïsme lors de son mariage à la synagogue. Donc le couple a été marié par le rabbin Daniel Fari, rabbin qui accompagne Jacques Attali dans ses études talmudiques depuis les années 80. Alors pour situer Daniel Fari, bon, il est connu pour avoir été poursuivi pour agression sexuelle. Je tiens à dire qu'il a bénéficié d'un non-lieu. Et surtout, c'est le père d'un autre rabbin, qui est le rabbin Gabriel Fari, qui lui s'est fait connaître en s'automutilant pour simuler une agression antisémite. Selon le rabbin Gabriel Fari, un homme casqué lui a porté un coup de couteau dans l'abdomen, au cri d'Allah Akbar, prononcé avec l'accent français. Ce qui me traversait l'esprit à ce moment-là, c'est que cet homme allait s'acharner sur moi. Selon nos informations, l'arme en question, un couteau de type layol, provient de la cuisine de la synagogue. Plusieurs témoins l'ont parfaitement identifié. Et cela exclut la thèse de l'agression islamiste. Ce qui est important avec Daniel Fari, c'est que c'est le fondateur du mouvement juif libéral de France, c'est-à-dire ce que les Américains appellent le judaïsme réformé. Bon, c'est un peu n'importe quoi. C'est eux qui gèrent les conversions, par exemple. On sait que Jacques Attali veut étendre les conversions à 200 millions d'individus, pour qu'il y ait 200 millions de juifs. Il est très important de poser la question brutale des conversions. Je pense que aussi longtemps que nous aurons dans la communauté
juive mondiale, et en particulier en France, une conception aussi rétrograde de la conversion, aussi fermée, aussi contraire aux idées juives. Aussi longtemps que nous aurons ces idées, le peuple juif n'est pas en train de mourir, il est en train de se suicider. Et surtout, le judaïsme libéral se caractérise par ses femmes rabbins. Donc, par exemple, c'est Delphine Orviller, qu'on entend souvent sur France Inter. Bonjour Delphine Orviller. Bonjour. On dit Madame le rabbin ou Madame la rabbine, on dit quoi? On peut dire les deux, en général on dit rabbin plutôt. C'est un courant ultra minoritaire dans le judaïsme. C'est très méprisé par la base juive et c'est très méprisé par les consistoires, mais qui doivent quand même composer avec eux à cause de la sociologie du judaïsme libéral, puisque ses membres forment le gratin économique et politique de la communauté. Alors pour finir sur son épouse, Elisabeth Alain, on sait peu de choses d'elle, sinon qu'elle avait lancé à un moment donné, Élise, une ligne de sous-vêtements féminins coquins. Bon, ils ont 2 enfants, une fille et un fils. Son fils Jérémy, sa bar mitzvah a été organisée par Shimon Peres dans sa résidence de Premier ministre. Depuis d'ailleurs, son fils a eu pas mal de problèmes, dont des arrestations pour des faits de violence. Alors le mariage avec Elisabeth Alain nous offre une transition, puisque son témoin de mariage au civil fut François Mitterrand. Extrait gratuit du documentaire Le vrai visage de Jacques Attali. Vous pourrez retrouver le vrai visage de Jacques Attali complet sur Contre-Culture. Éco-Indépendance et sur YouTube. Éco-Indépendance tend à changer de format très prochainement. Alors bien évidemment, on va toujours parler de l'état profond, de ses rouages, des portes de sortie et surtout des solutions qu'on va vous apporter pour pouvoir protéger votre indépendance économique et anticiper son indépendance économique, bien évidemment. C'est anticiper la montée du communisme 2.0 à venir en France, ainsi que dans beaucoup de pays de l'Union européenne. C'est quelque chose qui est fondamental pour comprendre et surtout pour se protéger, pour avoir un avenir, on va dire, plus radieux que la plupart des gens n'auront pas, simplement, hein, soyons francs, soyons honnêtes. Donc abonnez-vous à Éco-Indépendance pour ne rien manquer sur ce nouveau format qui sera à venir dans les mois prochains.